Pardon. Bonjour mesdames, messieurs, nous tenons à vous remercier pour votre présence à ce webinaire au cours duquel notre Chief Investment Officer, Guy Wagner, va vous dresser un aperçu de sa vision des marchés financiers qui sous-tend la stratégie d'investissement qu'il implémente dans le portefeuille du fonds BL Global Flexible Euro, dont il va vous détailler également le positionnement. Le fonds BL Global Flexible Euro est un fonds d'allocation d'actifs flexibles qui vise à générer un rendement réel ajusté à l'inflation positif sur le moyen terme, avec une attention particulière accordée à la réduction du risque de baisse en période de correction des marchés boursiers. Sur le premier trimestre de cette année, cette stratégie a généré une performance nette de 2,1%. Avant de commencer, quelques mots sur Banque de Luxembourg Investments. BLI est la société de gestion de Banque de Luxembourg. Nous gérons à fin mars 14 milliards d'euros au travers de 4 classes d'actifs principales: actions, obligations, gestion diversifiée et fonds de fonds. Notre approche d'investissement se fonde sur une gestion active de conviction et orientée vers le long terme. N'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation en utilisant le système de questions-réponses Q&A qui vous permet de poser vos questions à l'écrit. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Un résumé de cette conférence sera publié dans les prochains jours. Je laisse maintenant la parole à Guy Wagner qui va donc vous expliquer sa vision des marchés et le positionnement du fonds BL Global Flexible. Guy, ton micro n'est pas allumé. Désolé. Donc, bonjour et merci d'écouter cette présentation qui est divisée en 3 parties. Donc, je vais commencer avec un peu brièvement parler un peu de l'environnement économique et ensuite des marchés financiers en général, mais ensuite plutôt de comment tout ça est mis en pratique dans le cadre du fonds. Donc, au niveau de l'environnement économique, donc pas de changement finalement important au cours des dernières semaines. Donc ici, vous avez juste encore une fois un peu un rappel. Donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière, donc avec cette récession et la chute de l'activité économique et la reprise et effectivement là les prévisions sur la reprise. Donc la dernière fois lorsque ça a été ajusté, donc en gros on pensait qu'il y aurait plus ou moins 7 trimestres de perdus. Entre-temps, déjà les économistes sont redevenus encore plus optimistes parce qu'au début, on parlait même de 10 trimestres, ensuite 7 trimestres, mais avec tous ces plans de stimulation. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse en fait relativement rapidement retrouver le niveau qui était finalement prévu au début de l'année dernière. Donc ça, c'est la première idée, donc, mais on le sait tous, donc il y a eu cette récession volontairement provoquée par les autorités l'année dernière. Depuis lors, il y a une reprise assez marquée et il y a surtout cet optimisme sur la croissance future. La raison de tout ça, c'est bien sûr les plans de stimulation qui ont été mis en place. Donc ici, vous avez cette petite étude qu'avait fait McKinsey qui simplement comparait les mesures mises en place cette fois-ci par rapport aux mesures qui avaient été mises en place en 2008-2009 après la crise financière. Donc c'est toujours pour les différents pays en pourcentage du produit intérieur brut. Le beige, c'est ce qui avait été mis en place il y a 12 ans. Le bleu, c'est ce qui a été mis en place cette année-ci. Et vous voyez que c'est vraiment largement supérieur à ce qui avait été mis en place. Donc, ce n'est pas ce qui avait été mis en place il y a 12 ans. Donc, ce n'est pas très étonnant que l'économie réagisse. Ce qui a été donc tout à fait inhabituel dans cette récession, il y a eu beaucoup de choses, mais surtout aussi cette idée que finalement les revenus disponibles des ménages n'ont pas baissé. Donc ici, vous avez cela pour les États-Unis, mais il y a les mêmes chiffres pour l'Europe. Donc normalement, dans une récession, les gens perdent leur emploi, donc le revenu disponible souffre. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas puisque effectivement, les gens ont eu des chèques par le gouvernement et ça a même plus que compensé la perte de revenus parce que souvent les montants sur ces chèques étaient supérieurs à ce que les gens gagnaient dans leur emploi. Donc de ce point de vue, le rouge, la ligne rouge foncé était ce qu'on aurait pu attendre simplement sur base des revenus, des heures qui ont été prestées. Donc là, normalement, le revenu disponible aurait fortement chuté. Le bleu, c'est ce qui s'est en réalité passé parce qu'effectivement, donc la baisse donc, de revenus a été compensée justement donc par ce qu'ont fait les États. Et encore une fois, c'est la même chose en Europe, même si la façon dont ça a été fait
est peut-être un peu différente, mais en gros, le résultat est le même et c'est important parce qu'effectivement, ça implique que maintenant, là, si les économies rouvrent, ben, il y a un pouvoir d'achat qui n'a pas été détruit, qui est là, une sorte de demande refoulée qui ensuite pourrait effectivement s'exercer une fois que les économies rouvrent. Bien sûr, tout ça a eu un coût, et donc effectivement, ce qu'on a constaté l'année dernière, c'est que l'endettement public qui était déjà élevé a continué à monter. Donc on a un endettement public aujourd'hui qui est à des niveaux historiquement élevés, proche de ce qu'on a connu après la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, ça c'était finalement le prix à payer. Mais effectivement, ça fonctionne jusqu'à présent. Donc ici, vous avez pour les fameux indices des directeurs d'achat, ici au niveau mondial, pour les services, l'autre pour le secteur manufacturier. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, c'est les services qui ont le plus souffert. C'est vrai que normalement en récession, les services souffrent peu puisque les gens vont continuer à aller chez le coiffeur ou aller au restaurant. Cette fois-ci, bien sûr, comme tout était fermé, cet indice-là s'est complètement écroulé. Le secteur manufacturier a souffert aussi, mais moins. Et entre-temps, tous ces indices sont revenus à leur niveau d'avant la crise. Donc, effectivement, cet optimisme sur l'économie, pour l'instant, semble justifié. Et si vous regardez ici, en fait, c'est simplement montrer les estimations de croissance. Si vous regardez en haut à droite, donc 2021-2022, on voit que le marché aujourd'hui anticipe une croissance forte, une croissance de plus de 4% pour 2021, pour de plus de 4% pour 2022. C'est des chiffres qu'on n'a plus connus depuis très très longtemps. Aux États-Unis, on pourrait avoir la croissance la plus forte depuis des débuts des années 80. Donc, c'est vraiment des chiffres importants au niveau de la croissance. Bien sûr, pour 2021, c'est plus dans la seconde moitié de l'année, puisque pour l'instant, on n'est pas encore en période d'ouverture des économies. Bien sûr, ça dépendra aussi, finalement, aussi des évolutions au niveau du Covid. Mais aujourd'hui, c'est le consensus du marché, cette forte accélération de la croissance, deuxième partie 2021 et 2022. L'autre élément, et c'est un élément important qui a complètement changé, c'est ceci. Bon, le graphique semble un peu compliqué, mais c'est en fait ce qu'il essaie de montrer, c'est simplement bon, au niveau de la politique monétaire et de la politique budgétaire où on en est. Donc la politique monétaire, bon, l'idée c'était de dire si vous êtes en dessous de cette ligne-là des deux, vous avez une politique monétaire qui est expansive et et si vous êtes à gauche, vous avez une politique budgétaire qui est expansive, à droite, une politique budgétaire qui est plutôt restrictive ou neutre. L'idée simplement de tout ça, c'est de dire que depuis des années, on le sait tous, depuis la crise financière, on a en fait des politiques monétaires qui étaient très expansives, mais jusqu'à présent, les politiques fiscales, même s'il y a eu l'une ou l'autre exception, mais les politiques fiscales étaient plutôt neutres, voire même par moments même restrictives. Et vous avez en bas à gauche maintenant le nouvel environnement, c'est des politiques monétaires expansives et des politiques fiscales, budgétaires expansives. Et ça, c'est complètement nouveau et ça pourrait changer assez fortement l'environnement au niveau macroéconomique, que ce soit au niveau de la croissance, mais aussi au niveau de l'inflation. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, cette idée de dire que de plus en plus, on va vers des politiques budgétaires expansives financées par des politiques monétaires expansives. Et donc, effectivement, tout ça pour dire que c'est important parce que tous ceux qui aujourd'hui travaillent dans le métier, finalement, ont essentiellement connu une période de recul de l'inflation et ensuite d'inflation relativement faible. Et effectivement, la grande question aujourd'hui, c'est de dire est-ce que les régimes au niveau des prix, l'environnement au niveau de l'inflation pourrait fondamentalement changer. Donc ça, c'est clairement, et bien sûr avec des implications sur la gestion de portefeuille, sur les classes d'actifs, etc. Ceux qui le pensent aujourd'hui, et encore une fois, c'est peut-être frustrant comme réponse, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Tout le monde s'attend à une accélération de l'inflation dans les mois à venir, mais c'est essentiellement pas à cause des effets de base. Il y a un an, si vous vous rappelez, en mars, avril, le prix du pétrole et le prix de beaucoup de matières premières avaient complètement chuté. Bon, cette année-ci, c'est l'inverse. Le pétrole
a commencé à nouveau assez fortement remonter. Et donc, effectivement, si on compare mars 2021 à mars 2020 ou avril 2021 à avril 2020, cet effet de base entraînera une hausse de l'inflation. Et on l'a déjà vu avec le CPI américain qui est sorti cette semaine, qui a maintenant largement dépassé les 2 pour aller vers les 2,6. Mais ça, c'est plus un effet de base. C'est quelque chose qui n'inquiétera pas, peut-être pas trop les marchés. La question plus fondamentale, c'est effectivement est-ce qu'au niveau inflation, au niveau structurel sur l'inflation, la situation pourrait changer. Ceux qui le pensent, bien sûr, citent beaucoup ici la croissance de la masse monétaire. Quelque part, la logique voudrait que si on crée énormément de monnaie, tôt ou tard, ça crée de l'inflation. Tout ça ici pour montrer que, parce que finalement, on avait déjà entendu ces arguments aussi après la crise financière, mais simplement pour montrer ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire maintenant est quand même assez fortement différent de ce qu'il y a eu en 2008-2009. Vous voyez sur ce graphique, en 2008-2009, la masse monétaire M2, bien sûr, la croissance, ici c'est la croissance annuelle, avait à un moment donné atteint 10%, mais ensuite pour rebaisser à nouveau assez fortement par la suite. Mais aujourd'hui, on a quand même des chiffres qui sont largement supérieurs à ce qu'on a connu à l'époque et qui sont en fait pratiquement sans précédent historique, avec une croissance là de plus de 25%. Et ici, vous avez, historiquement, il y a cette corrélation, même si elle n'est pas parfaite, et même loin d'être parfaite, mais il y a une certaine corrélation entre inflation et masse monétaire. Et effectivement, cette corrélation-là plaiderait pour une inflation quand même qui aurait tendance à monter. Ce qui, ces dernières années, a finalement empêché, lorsqu'on parlait toujours de création monétaire, cette création monétaire de générer de l'inflation, c'est le fait que cette monnaie qu'on a soi-disant créée n'est jamais vraiment entrée dans l'économie réelle. Elle est entrée les liquidités sont entrées dans la sphère financière, dans la sphère immobilière, mais pas vraiment dans la sphère réelle. Et en fait, une façon plus technique de le dire, c'est qu'il y a cette fameuse équation de Fisher qui disait que P fois T, donc les prix fois les transactions égale M fois V, donc la masse monétaire fois le nombre de fois que cette masse monétaire tourne dans l'économie, c'est ce qu'on appelle souvent la vélocité de la monnaie. Or, par le passé, on pensait souvent que le V, cette vélocité de la monnaie, était plus ou moins constant. Donc, on disait que si M, la masse monétaire, augmente fortement, M fois V va monter. Et donc, de l'autre côté de l'équation, P fois T doit aussi monter. Et c'est généralement par les prix que ça se passe. Cette fois-ci, par contre, on a vu que ce V n'est pas constant, il s'est complètement écroulé. Et donc, dit différemment, la chute de la vélocité de la monnaie a plus que compensé l'augmentation de la monnaie. Il faut voir maintenant si ça va durer. On voit ici sur ce graphique tout à la fin un petit blip vers le haut. Donc effectivement, si cette vélocité devait monter, et il y a quand même beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de ça, parce que cette fois-ci, effectivement, lorsqu'on envoie des chèques aux gens, l'argent va entrer dans l'économie réelle, et donc ça plaiderait pour une inflation plus forte. Donc tout ça sera intéressant à observer dans les mois à venir, surtout dans un contexte où les banques centrales ont clairement indiqué que leur détermination de ne pas monter les taux. Donc, vous avez ici justement ce qui se passe au niveau des politiques monétaires des banques centrales. Vous avez les taux directeurs de la principale banque centrale, donc la Réserve fédérale aux États-Unis en rouge, et en bleu les autres banques centrales des pays industrialisés. Vous voyez que la Réserve fédérale, qui était la seule à essayer de normaliser sa politique monétaire entre fin 2015 et 2018, qui ensuite a complètement changé à nouveau de cap et qui, effectivement, avec le Covid l'année dernière, a à nouveau rebaissé ses taux vers le niveau zéro. Les autres banques centrales n'avaient même pas essayé de normaliser leur politique. Et aujourd'hui, et clairement, ces banques centrales, à commencer à nouveau par la Réserve fédérale, ont clairement indiqué leur volonté de ne pas monter leur taux avant 2023 ou plus tôt. Et donc ça sera intéressant, surtout peut-être éventuellement dans un contexte où l'inflation pourrait quand même monter et voire même prochainement dépasser le 3 aux États-Unis, même si effectivement il y a comme je disais tout à l'heure, une partie de ça est due à l'évolution des matières premières et à commencer par le pétrole. Mais donc ça c'est intéressant, donc c'est clairement ce qu'ont indiqué les banques centrales comme étant leur volonté. La question bien sûr c'est que normalement les banques centrales contrôlent les taux courts mais ne contrôlent pas nécessairement les taux longs.
les taux longs, c'est a priori le marché qui les contrôle. Et effectivement, si le marché pense qu'il y a un problème d'inflation, ben, les intervenants vont vendre les emprunts d'État, faisant baisser les cours et donc monter les taux. Ici, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est sur les taux longs, ce graphique-là me semble quand même aussi assez important. Donc le bleu, c'est ce que je montrais tout à l'heure, c'est la dette, c'est l'échelle de gauche, donc la dette qui est historiquement élevée. Aujourd'hui, ce problème de dette n'est pas vraiment un problème puisque la dette ne coûte rien. Donc ça, c'est en gros un peu illustré par la ligne rouge et l'échelle de droite, c'est qu'effectivement les taux sont tellement faibles, voire même négatifs pour certains pays, qu'effectivement on peut avoir de la dette, mais finalement comme de toute façon la dette publique n'est jamais remboursée, mais généralement uniquement refinancée, et si on peut faire tout ça avec des taux zéro, ben, on peut avoir à la rigueur autant de dette qu'on veut, ce n'est pas vraiment un problème. Donc c'est pour ça que ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer un peu sur les marchés obligataires devient très intéressant, puisque justement on constate que, à commencer par les États-Unis, les taux longs ont quand même pas mal remonté entre août de l'année dernière où le taux à 10 ans était autour de 0,5 à récemment où le taux a même dépassé à un moment donné les 1,70. Donc de ce point de vue, on constate quand même qu'il y a une certaine nervosité du marché obligataire qui s'exprime par le fait qu'effectivement les taux longs maintenant remontent. Jusqu'à présent, ce n'est rien de dramatique. D'ailleurs, les banques centrales ont déjà indiqué que ça ne les inquiétait pas trop. Donc, il n'y a encore rien de fondamentalement dramatique là-dedans. Finalement, les taux ne font que retrouver un peu leur niveau d'avant la crise. Donc, de ce point de vue, c'est pas, comme je disais, c'est pas dramatique. Et pour le marché boursier aujourd'hui, à nouveau, ce n'est pas un problème. Mais si ça devait continuer, ça pourrait devenir un problème. Et alors, effectivement, entre cette idée dont certains parlent, cette idée des banques centrales qui pourraient contrôler même les taux longs, on appelle ça souvent le contrôle de la courbe des taux, c'est un peu ce que le Japon a fait il y a 4 ou 5 ans, où ils ont dit clairement que le taux à 10 ans serait ancré à zéro. Et donc, en intervenant dans le marché, la Banque centrale japonaise maintient le taux à 10 ans autour de zéro. Mais tout ça, aujourd'hui, à nouveau, même au Japon, ça n'a jamais été testé par le marché, puisque au Japon, surtout, on n'a jamais eu un problème d'inflation, c'est plutôt le problème de déflation. Donc, les marchés, jusqu'à présent, n'ont jamais eu de raison vraiment de tester la volonté des banques centrales de vraiment maintenir les taux longs à ce niveau très bas. Donc, ça sera intéressant à observer. Il n'y a pas beaucoup de précédents historiques. Le seul que j'ai trouvé au siècle dernier, c'est la fameuse, justement, cette période de 33 à 45 aux États-Unis, où on voit là, ici le noir, c'est les taux courts, donc le taux des fonds fédéraux, qui a été qui a été maintenu à des niveaux très bas, c'est l'échelle de gauche, malgré le rouge qui est l'inflation. Donc, malgré lorsque l'inflation à partir des années, fin de la deuxième moitié des années 30 et dans les années 40 a fortement augmenté, malgré cela, à l'époque, la Fed ou la Banque centrale maintenait les taux courts à un niveau très bas. C'est les taux courts, mais même les taux longs. À l'époque, elle avait instauré ce système que certains ont appelé la répression financière, qui a fait que malgré donc cette hausse de l'inflation, même les taux longs restaient à un niveau très faible au cours de la deuxième moitié des années 30 et durant les années 40. Et ça, c'est en gros le seul précédent. Il faudra voir si aujourd'hui, même les banques centrales seraient capables de le faire, parce qu'effectivement, si les investisseurs institutionnels ou privés vendent leurs emprunts d'État, pour, si la Fed devait acheter tout ça pour empêcher une hausse des taux longs, son bilan qui a déjà fortement gonflé exploserait vraiment et prendrait des proportions les proportions actuelles n'ont jamais été connues par le passé, mais ça prendrait vraiment des proportions grotesques. Donc il faudra voir dans quelle mesure ça va se passer. Donc pour l'instant, on a plus l'impression que la Réserve fédérale, oralement, essaie de contrôler la situation. Encore une fois, la remontée des taux longs jusqu'à présent ne l'inquiète pas trop, d'autant plus que ces dernières semaines, les taux ont même à nouveau un peu reculé. Donc, mais c'est quelque chose qui sera intéressant et c'est quelque chose qui pourrait marquer la suite de l'année. C'est un peu cette interaction entre d'un côté une inflation qui monte et de l'autre côté une banque centrale qui est déterminée à ne pas relever ses taux directeurs. Donc ça, c'est un peu l'environnement général. Donc, qu'est-ce que ça implique pour les différentes classes d'actifs?
Ici, donc, pour chacune des classes d'actifs que j'utilise dans le fonds, je fais d'abord un slide, c'est un peu plus quelques généralités, et ensuite c'est de dire comment est-ce que nous on met ça en pratique dans les fonds. Donc, pour les actions, donc aujourd'hui, quelle est la situation finalement sur les marchés boursiers? Bon, on le sait tous, les valorisations sont élevées. Certains aiment montrer ce fameux ratio qu'aime bien Warren Buffett, donc la capitalisation boursière en pourcentage du produit intérieur brut. Et effectivement, ces ces ratios sont à des niveaux historiques, que ce soit les États-Unis, mais aussi le monde en général. Tous les ratios cours chiffre d'affaires, cours fonds propres, même cours bénéfices, si on normalise un minimum les bénéfices, sont à des niveaux historiquement élevés. Donc ça, clairement, c'est la situation en termes de valorisation, mais ça, on parle des valorisations absolues. Relativiser tout ça, mais c'est toujours les taux d'intérêt. Donc on est dans un environnement où les taux d'intérêt sont faibles. Et donc effectivement, ça n'a rien à voir avec une bulle, des taux d'intérêt plus faibles justifient en principe une valorisation plus élevée, sauf si les taux d'intérêt faibles indiquent un problème économique qui ferait souffrir les bénéfices des entreprises. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au contraire, on s'attend à une accélération de l'économie et donc une accélération de la hausse des bénéfices, et en même temps, avec des taux d'intérêt qui sont faibles, bien sûr, c'est un environnement a priori favorable aux actions. Deuxième point, et effectivement, à nouveau, à plusieurs égards, la situation actuelle est complètement sans précédent. Comment effectivement valoriser finalement des actifs dans un environnement de taux zéro, puisque si vous mettez des taux zéro ou même des taux très faibles dans n'importe quel modèle de valorisation qui actualise des cash flows et des dividendes futurs, ben, la valeur présente va exploser vers le haut, donc vous pouvez presque payer n'importe quel prix. Ensuite, effectivement, une question, est-ce que les valorisations dans un environnement où on a l'impression que de plus en plus les marchés sont quand même gérés aussi ou managés par les autorités qui veulent éviter des baisses trop importantes, est-ce qu'alors les valorisations peuvent encore jouer le même rôle que par le passé? Il y a la question des actifs tangibles par rapport aux actifs intangibles. C'est clair que si on regarde des ratios cours fonds propres, c'est souvent les actifs tangibles. Or, on est dans un monde où on a l'impression que les actifs intangibles jouent beaucoup plus de rôle. Le point après, et c'est un point qui me semble extrêmement important dans la situation actuelle, c'est qu'il faut arrêter de regarder les actions comme une classe d'actifs homogène et d'arriver à des conclusions générales du genre les actions sont chères, les actions sont bon marché. Donc aujourd'hui, même à l'intérieur des marchés, il y a de grandes différences au niveau des valorisations. Et donc ça, c'est pour moi un peu la réponse aussi à la question aujourd'hui, action ou pas action. Oui, clairement action, mais il faut aussi effectivement être très, très sélectif. Le fait est aussi que, et on revient un peu à cette idée de manque d'alternatives, c'est qu'aujourd'hui, si en tant qu'investisseur, vous voulez générer sur le moyen terme un rendement réel, donc ajusté pour l'inflation positive, ben, il y a peu d'actifs, hormis les actions, qui peuvent encore plus ou moins pas garantir ça, mais vous offrir cette possibilité. Mais tout ça, et je l'ai déjà dit, pour moi implique qu'il faut, alors qu'on est dans un monde où de plus en plus la tendance vers la gestion passive, pour moi c'est vraiment une connerie énorme. De plus en plus la gestion passive, acheter des indices, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée lorsque les actions sont bon marché. Donc pourquoi se donner la peine de faire beaucoup de stock selection, acheter l'indice et on monte avec l'indice. Mais aujourd'hui les indices sont élevés, donc il faut à mon avis, le besoin pour une gestion active a rarement été aussi important. Donc ça, c'est un peu quelques idées générales, juste pour l'illustrer. Donc ici, vous avez le price earning des marchés, et ça, c'est simplement sur base des bénéfices estimés. Donc, si on prend le Shiller price earning qui normalise les bénéfices, c'est encore la valorisation, la valorisation semble encore plus élevée. Donc ça, c'est le côté absolu, mais comme je viens de le dire, le côté relatif, c'est que si vous regardez les actions par rapport au taux, par rapport aux obligations, la fameuse prime de risque, vous voyez ici pour les États-Unis, en bas, vous avez une prime de risque qui reste proche de sa moyenne long terme. Et à nouveau, c'est une différence fondamentale avec la situation, par exemple, d'il y a 20 ans. Vous voyez en bas qu'à l'époque, la prime de risque était négative parce qu'effectivement, on avait des valorisations élevées pour les actions, mais on avait en même temps des taux d'intérêt relativement élevés. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas. Donc,
cette idée de parler d'une bulle, pour moi, ce n'est pas justifié parce qu'on a une prime de risque qui reste correcte, mais effectivement qui est calculée par rapport à un taux sans risque qui est pratiquement de zéro. Pour la zone euro, la prime de risque est même encore plus élevée. On sait pourquoi, c'est partiellement dû à la composition des indices, beaucoup plus de value dans les marchés de la zone euro. Mais à nouveau, la même idée, vous voyez en 2000, la prime de risque était négative, ben, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et donc, on vient à cette idée-ci, c'est que si vous avez des taux faibles, vous pouvez, a priori, justifier des valorisations plus élevées, à moins, bien sûr, que ces taux faibles indiquent un problème économique majeur qui ferait vraiment chuter les bénéfices des entreprises. Alors, il n'y a pas de justification de payer encore plus cher ces bénéfices. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est les généralités maintenant en pratique dans le portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des actions? On pourrait dire qu'il y a trois grandes catégories d'actions dans le portefeuille. Une, c'est les histoires de croissance structurelle qui restent les principaux bénéficiaires d'un environnement de taux faible. De l'autre côté, il y a en bas les bond proxies, c'est plus des actions qui sont censées un peu remplacer les obligations dans un portefeuille mixte, les obligations qui font de moins en moins de sens. Et au milieu, et ça peut de temps en temps être même, ça peut tomber dans l'une des deux catégories que je viens de dénoncer, c'est les sociétés de qualité, parce que qualité, vous savez qu'on ne fait pas de compromis sur la qualité. Donc la qualité, c'est vraiment ce qui caractérise notre style de gestion au niveau action. Et c'est des sociétés qui ont monté, dont les cours ont monté, mais beaucoup moins que les indices sur les 2 dernières années, où la valorisation donc, reste relativement intéressante. Donc ça, c'est un peu les différentes, à la rigueur, composantes du portefeuille obligataire. Si on regarde pour le premier, donc les histoires de croissance structurelle, ben, c'est toujours la même idée. Si vous êtes dans un environnement de taux faible, ben, et si vous prenez un modèle de valorisation qui actualise des cash flows futurs, bien sûr, si vous actualisez ça à des taux extrêmement faibles, ben, la valeur terminale, donc la valeur au-delà des 10 ans à venir, prend une importance très importante. Alors que si vous actualisez avec des taux très élevés, ben, c'est surtout les résultats à court terme qui prennent une importance plus importante. Donc ça, c'est cette idée. Et les histoires de croissance structurelle, justement, comme elles ont tendance à montrer une bonne visibilité sur les résultats long terme, ben, sont alors les principaux bénéficiaires d'un environnement de taux faible. Et je pense que cette idée-là, nonobstant les rotations qu'on a maintenant observées au sein des marchés depuis quelques mois, nonobstant tout ça, ben, cet environnement de taux faible continue à fondamentalement plaider en faveur de ce genre de valeurs de croissance structurelle, que ce soit des Microsoft ou des LVMH, etc. Quand je parlais ensuite, je disais, il y a effectivement cette idée de dire que aujourd'hui, si vous êtes un gestionnaire d'un fonds mixte, mais aussi, je rencontre ça aussi quand je parle avec des investisseurs institutionnels, mais plus du genre fonds de pension, fondations, ben, généralement, ces investisseurs ont besoin de revenus récurrents parce qu'il y a des dépenses récurrentes et donc ils ont besoin de revenus récurrents pour compenser ces dépenses. Et normalement, ces revenus récurrents venaient de la partie obligataire via le coupon des obligations. Aujourd'hui, ces coupons ont pratiquement disparu. Au niveau obligataire, pour avoir encore un coupon un peu plus élevé, il faut prendre des risques assez importants. Et donc, on commence à observer un switch de ces investisseurs institutionnels qui ont tendance ensuite quand même à regarder du côté action pour trouver ces revenus récurrents. Et bien sûr, les candidats les plus logiques, c'est effectivement les entreprises de qualité, relativement défensives, peu sensibles à la conjoncture économique et qui payent des dividendes stables, voire en augmentation régulière. Donc ça, c'est un peu cette idée des bond proxies. Donc vous avez déjà aujourd'hui, pour la première fois depuis les années 50, le rendement du dividende pour le marché en général est plus élevé que le rendement obligataire. Bien sûr, c'est dû à la faiblesse du rendement obligataire, mais donc c'est la première fois depuis les années 50 que ça arrive. Bien sûr, c'est encore beaucoup plus, ici c'est les États-Unis, c'est encore beaucoup plus marqué en Europe. Et donc, l'idée de ce que je viens de dire, cette idée de revenu récurrent, bah, c'est ici un peu illustré par un exemple comme on compare une action, Unilever, à un emprunt d'État italien
j'ai les mêmes graphiques Nestlé avec la France ou Reckitt Benckiser avec l'Espagne. Et donc, effectivement, le fait était jamais simplement, si vous avez besoin de revenus récurrents, bon, vous avez un dividende, un rendement de dividende qui est beaucoup plus élevé et qui peut continuer à monter alors que le coupon de l'emprunt est fixe. Et les fondamentaux, finalement, même si c'est clair que l'Italie est un pays et Unilever est une société, mais pour le reste, il y a beaucoup au niveau des fondamentaux. A priori, si on ne savait pas que l'un était un emprunt d'État et l'autre une société, ben le choix serait relativement clair. Et donc, c'est clair que d'un côté, on parle d'actions avec la volatilité action, de l'autre côté, on parle des obligations avec la volatilité obligation, mais encore une fois, on est dans ce scénario nouveau où les gens qui ont besoin de revenus récurrents doivent presque sortir des obligations et regarder autre part où les trouver. Donc, clairement, donc, comme je disais, donc, pour les bonnes proxies, bon, un secteur qui s'y prête énormément, c'est celui de la consommation de base. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de l'Unilever ou de Nestlé ou de Reckitt, puisqu'effectivement, c'est généralement un secteur qui est peu sensible à la conjoncture, qui est d'ailleurs, pour l'instant, c'est un handicap, puisque les gens cherchent actuellement des choses sensibles à la conjoncture, mais sur le long terme, c'est un avantage, une bonne visibilité sur les résultats. Et donc, effectivement, c'est ce genre de secteur qui, aussi au sein du portefeuille, qui a tendance à avoir une pondération relativement élevée. Et il faut noter, on le fait à un moment où c'est pas comme si la consommation de base était à des plus hauts historiques. On a constaté ces derniers temps, et à nouveau c'était assez marqué maintenant avec, comme les gens achètent pour l'instant plutôt des valeurs cycliques, il y a une sous-performance de ce marché, pardon, de ce secteur, qui fait qu'aujourd'hui c'est un moment très intéressant, je trouve, pour s'y intéresser. Donc vous avez ça pour la consommation de base. Un autre secteur qui souvent on peut mettre dans ce genre de bonnes proxys, c'est celui de la santé. Et à nouveau, c'est un secteur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui est relativement faiblement valorisé par rapport au reste du marché et par rapport à sa propre moyenne historique. Donc ça, c'est plutôt dans les bonnes proxies. Peut-être juste quelques slides sur ce qui s'est passé ces derniers temps dans le marché et qui, en avril, heureusement, ça s'est un peu retourné, mais entre novembre et, fin mars, il y a eu bien sûr des rotations très importantes au sein du marché qui n'ont pas été favorables à nos fonds parce que, comme je disais tout à l'heure, nos fonds cherchent la qualité et notre méthodologie fait qu'on a des biais sectoriels assez importants. Or, ces derniers temps, c'est que le marché a plutôt recherché, ce n'est pas la qualité, c'est plutôt, on a observé une rotation bien sûr du style growth vers le style value, mais aussi de la haute qualité vers la faible qualité. Vous voyez ça ici un peu pour les États-Unis, ce que ce graphique montre simplement, c'est la performance des sociétés qui a la meilleure qualité. Donc ici, la qualité est mesurée en termes de rendement sur capitaux investis par rapport aux sociétés qui ont la plus faible rentabilité. Donc, top quintile, donc les top 20% par rapport au bottom 20%. Et donc, on voit que bien sûr, sur le long terme, les sociétés de qualité surperforment, mais il y a une rotation assez violente ces derniers temps vers des sociétés de moindre qualité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens, pour l'instant, disent accélération de la conjoncture, éventuellement même remontée de l'inflation, donc ils cherchent plutôt des choses cycliques, et donc la qualité est plutôt délaissée. Donc ça, on a connu des phases comme ça par le passé. Cette phase peut encore durer, puisque pour l'instant, cet optimisme sur l'économie n'est pas du tout remis en question, donc ça peut encore durer. Encore une fois, sur le long terme, la situation se rétablit, parce que par définition, les sociétés qui génèrent une rentabilité élevée sur capitaux investis surperforment les autres, mais sur le court terme, ça peut de temps en temps, pour une maison qui a un style de gestion comme le nôtre, faire un peu mal. Ici, pour l'illustrer avec un exemple tout à fait concret, j'ai pris 4 valeurs européennes ici. Non, pardon, 6 valeurs, 3 qui correspondent plus à notre style de gestion, c'est L'Oréal, Roche et Nestlé, et 3 qui sont dans le secteur dans lesquels on est pratiquement, ou en principe, jamais investi, donc les banques avec Société Générale, les sociétés pétrolières avec Total, et des sociétés industrielles, mais très cycliques à la ThyssenKrupp. On aime bien les sociétés industrielles, mais ici, c'est des sociétés intensité en capital élevé, etc., qu'on n'aime pas trop. Et donc, vous voyez que les 3 dans lesquels on n'est généralement pas, Thyssen, une société Totale, depuis novembre de l'année dernière,
surperforme largement les trois autres, avec une société comme Roche qui a même eu un rendement légèrement négatif. Entre-temps, à nouveau, ça s'est rétabli. Je n'ai pas actualisé maintenant le slide en avril. Mais donc, vous voyez cette surperformance de ces sociétés value, si on peut appeler ça comme ça, ou de moindre qualité par rapport aux sociétés growth ou de qualité supérieure. Mais ça, c'est depuis novembre 2020. Si vous regardez sur 3 ans, bien sûr, la situation est complètement différente. Vous avez les trois donc cycliques moins de qualité qui sous-performent et les autres qui surperforment. Et si vous regardez ça sur 20 ans, vous voyez les cycles qui ne créent aucune valeur pour leurs actionnaires et les autres qui en créent. Donc, tout ça, il faut dire ici, c'est sans dividende. Sinon, une société comme Total, ça se présente un peu mieux, mais c'est aussi sans dividende pour Nestlé ou Roche ou L'Oréal qui payent aussi des dividendes. Donc, tout simplement pour dire que ce genre de considération pour jouer ce jeu-là, de dire à un moment donné, on achète les sociétés de moindre qualité, très cycliques, etc., ben, il faut réussir son timing. On prend des risques quand même importants si on ne réussit pas son timing, parce qu'effectivement, le risque de baisse est important et sur le long terme, ça ne crée pas vraiment de valeur. Alors que dans nos sociétés, même si le timing, si on ne le réussit pas à 100%, ben, sur le long terme, on se retrouve gagnant. Donc ça, c'est juste par rapport aux rotations sectorielles qu'on a vues ces derniers temps, qui peuvent encore durer, même si, encore une fois, et heureusement, et ça fait du bien aussi à la performance de nos fonds et du flexible aussi, en avril, la situation s'est un peu retournée, le growth a plutôt eu à nouveau tendance à surperformer. Deuxième grande classe d'actifs, donc c'est les obligations, et donc, dans le fonds, je n'utilise que des emprunts d'État. Or, les emprunts d'État, on le sait tous, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très, très faibles. Donc, effectivement, surtout dans un environnement où l'inflation pourrait monter, ben, ces obligations font de moins en moins de sens. C'est pour ça que ma pondération est très faible. Mais de temps en temps, ces emprunts d'État peuvent encore jouer un rôle dans un portefeuille équilibré, dans des phases plus difficiles pour les actions. Ça peut un peu protéger le portefeuille. Ça a été à nouveau le cas l'année dernière. Donc, il ne faut pas les négliger complètement, mais de plus en plus, c'est une classe d'actifs où il faut agir de manière opportuniste plutôt que de manière plutôt structurelle. Notre façon de voir la chose, c'est toujours la même. On pense qu'aujourd'hui, dans les emprunts d'État que j'achète, je n'achète que des emprunts d'État à très longue échéance parce que comme je ne consacre pas un pourcentage élevé du portefeuille à cette classe d'actifs, ben, j'aime avoir cet effet de levier en ayant des emprunts à duration élevée. Et donc, effectivement, sans aller maintenant trop dans les détails, mon idée, c'est plutôt de dire, quand j'achète l'emprunt d'État à 30 ans, j'ai un peu un modèle qui m'indique quand augmenter plutôt ma pondération, quand plutôt la diminuer l'année dernière avec le taux à 30 ans américain qui était passé en dessous de 1. J'avais complètement vendu les emprunts, donc je n'en avais plus du tout. Avec la remontée des taux qu'on a observés depuis lors, j'ai à nouveau racheté un peu d'emprunts, je suis plus ou moins à 8% actuellement, donc ça reste des pourcentages très faibles. Et j'ai souvent dit que pour moi, dans le contexte actuel des taux longs, ben, la pondération obligation sera quelque part entre 5 et 15%, mais pas plus, et gérée de manière très, très opportuniste. Comment je la gère? Donc, je l'ai déjà dit, donc j'ai essentiellement des emprunts d'État classiques, et j'ai aussi des emprunts d'État à nouveau américains à longue échéance liés à l'inflation, les fameux TIPS. Mais pour moi, comme je disais, de plus en plus, il y a dans la partie action les fameux bond proxies qui jouent aussi un peu ce rôle de obligation, du moins si on dit qu'un des rôles à jouer par les emprunts, c'est les revenus récurrents, ben, c'est un peu les bond proxies. Donc ça, c'est un peu l'idée. J'ai l'intention, pour l'instant, il manque encore toutes les autorisations, mais de m'intéresser aux emprunts d'État chinois une fois que justement il y a la possibilité de le faire. Donc ça devrait être relativement bientôt, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Et donc ça, c'est un peu la partie obligataire. Encore une fois, c'est un grand changement pour un gestionnaire d'un fonds mixte. Les fonds mixtes classiques du genre 50-50, 60-40, on sait tous que ça fait de moins en moins de sens. Donc la troisième classe d'actifs que j'utilise, c'est l'or. Donc l'or, pour les raisons qu'on sait, donc on est dans un environnement où les déficits budgétaires explosent, la dette publique explose, les banques centrales n'ont aucun plan crédible pour un jour renormaliser leur politique monétaire.
Donc tout ça n'est pas très, très rassurant. Et par rapport à ça, l'or joue un rôle d'assurance, de valeur refuge. L'autre élément qui est favorable à l'or, c'est que comme l'or ne paye pas d'intérêt, bien sûr, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, ça pénalise l'or, mais aujourd'hui, on est dans un environnement de taux faibles et il y a une corrélation assez étroite entre l'or et ou même très étroite entre l'or et les taux d'intérêt réels, donc ajustés pour l'inflation. Comme je ne pense pas que les taux réels vont structurellement et durablement monter, ben, je pense que ça continue à plaider en faveur de l'or. Maintenant, d'un point de vue tactique, c'est clair que la hausse des taux longs qu'on a observé ces derniers mois a plutôt pesé un peu sur le cours de l'or. À nouveau, depuis avril, ça s'améliore un peu, mais effectivement, ça, il faut en être conscient. Et l'autre élément que j'entends souvent, c'est qu'aujourd'hui, les millennials, s'ils cherchent une sorte de valeur refuge, ils ont plutôt tendance à acheter du Bitcoin plutôt que l'or. Pour moi, ce n'est pas un argument qui tient la route. Et je ne dis pas contre le Bitcoin, je pense déjà qu'il y a la place pour les deux, mais on ne peut pas aujourd'hui comparer le Bitcoin à l'or, ne serait-ce qu'en termes de volatilité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la raison pourquoi je pense que nonobstant des corrections, et l'or est quand même quelque peu volatile, nonobstant ces corrections temporaires, je pense que l'or est dans une tendance haussière structurelle. Pourquoi? Parce qu'il y a cette corrélation avec les taux réels. Donc ici, le graphique montre le rouge, l'échelle de gauche, c'est le prix de l'or, et le bleu, l'échelle de droite, mais inversée, c'est les taux réels, donc basé sur le taux américain à 10 ans, ajusté pour l'inflation. Donc plus le bleu monte, plus les taux réels deviennent négatifs. Et donc, il y a cette corrélation. Et encore une fois, je ne pense pas qu'avec la dette publique qui est au niveau où elle est, et l'endettement en général, ce n'est pas uniquement la dette publique, qu'on puisse se permettre une forte augmentation des taux réels. Donc, ça, c'est les idées générales sur l'or, la façon dont c'est implémenté dans le fond, c'est via les sociétés orifères. Donc, je n'ai pas de l'or papier ou de l'or physique, c'est des entreprises orifères. Je pense qu'aujourd'hui, ces sociétés représentent une option long terme, bon marché sur le cours de l'or. Et c'est que les gens ont souvent tendance à oublier parce que lorsque l'or baisse de 2% ou monte de 2%, bien sûr, le cours des entreprises orifères réagit, mais fondamentalement, ces entreprises avec un cours de l'or qui, même à 1500 $ l'once, et on est largement au-dessus de ça, génère un cash flow, un free cash flow extrêmement important. Donc, ce n'est pas comme si ces sociétés, en tout cas les bonnes sociétés, avaient besoin d'un prix de l'or encore plus élevé pour être profitables. Elles sont extrêmement profitables au niveau actuel. Les entreprises orifères, je les divise entre des royalty companies et des producteurs classiques. Donc, les royalty companies, c'est des sociétés beaucoup plus défensives. On commençait par Franco-Nevada. Donc, c'est des sociétés qui financent des projets spécifiques des producteurs et qui, en contrepartie, reçoivent une partie de la production ou une partie du cash flow. Donc, c'est un modèle d'entreprise qui est largement supérieur à celui des producteurs parce que, effectivement, ces sociétés engagent relativement peu de capital, mais surtout, après, ne sont plus du tout exposés à une éventuelle augmentation des coûts du producteur, coûts salariaux ou autres. Et il y a aussi le fait que si finalement il s'avère que le producteur trouve beaucoup plus d'or que prévu, effectivement, la royalty companies, comme elle reçoit, disons, 10% ou 20% de la production, elle n'est que gagnant sans devoir investir un dollar supplémentaire. Donc, mais c'est des sociétés plus défensives. Les producteurs, c'est des sociétés plus agressifs, qui sont bien sûr l'effet de levier en cas de hausse du cours de l'or est plus important. Mais les producteurs, il faut être extrêmement sélectif. Sur le long terme, ces sociétés n'ont pas vraiment créé dans l'ensemble de la valeur pour leurs actionnaires, donc il faut être extrêmement sélectif. Les critères de sélectivité, c'est bien sûr le management team, ce qu'il a fait par le passé, quel est son track record, les ressources. Est-ce qu'effectivement, au niveau des réserves, et au niveau où est-ce que se situent ces réserves? Est-ce que c'est plutôt en Amérique du Nord ou en Afrique ou en Amérique latine? Moi, tous mes producteurs ont leurs réserves en Amérique du Nord. Et bien sûr, le bilan, parce que si vous êtes investi dans un producteur qui ensuite doit procéder à une augmentation de capital, ben, vous êtes dilué, etc., et vous êtes perdant. Et la stratégie aujourd'hui que j'utilise, c'est que c'est une stratégie contrarian. Lorsque le secteur est faible, j'ai tendance à augmenter
un peu mon pourcentage et lorsqu'il est fort, je le réduis de temps en temps, sachant que là aussi, pour moi, le pourcentage que je vise est quelque part entre 10 et 15%. Je ne veux pas non plus après me retrouver avec un portefeuille qui est à 50% investi dans l'or, parce que pour ça, effectivement, le secteur est trop volatile. Donc, vous avez ici juste un graphique, c'est effectivement qui montre simplement la sous-performance aussi du secteur des entreprises par rapport à l'or. Donc, l'or qui, après avoir enregistré son plus haut en septembre 2011, a mis quelques 10 ans, 9 ans en tout cas pour le retrouver en août de l'année dernière, mais l'indice des mines d'or qui reste largement en dessous de son niveau de l'époque. Et encore une fois, les bons producteurs, et ceci malgré le fait que les bons producteurs aujourd'hui génèrent énormément de free cash flow. Donc un secteur intéressant, il faut accepter la volatilité avec, qui va avec. Dans le fond, je suis prêt à le faire. Donc tout ça, comment ça se traduit, et c'est les derniers slides sur l'allocation d'actifs. Donc ici, vous avez l'évolution de l'allocation d'actifs depuis le début de l'année dernière. L'année dernière, donc, les obligations en avaient peu parce que déjà en 2019, les taux avaient fortement baissé et donc, lorsque le taux à 30 ans était retombé sous les 1%, on a tout vendu et ce n'est que récemment qu'on a à nouveau un peu racheté des emprunts d'État. Le cash, on a commencé l'année dernière avec un pourcentage cash élevé. On a pu utiliser une partie de ce cash après la correction des marchés, ce qui faisait que donc les actions, la pondération des actions avait monté, mais, et ça c'était avec le recul, c'était une erreur. Au début, lorsqu'on a utilisé une partie du cash pour acheter des actions, on a quand même couvert aussi le risque action. Les incertitudes étaient tellement élevées qu'on ne voulait pas avoir une pondération action trop élevée. Et donc, effectivement, ça, avec le rebond des marchés qui a finalement commencé dès fin mars et qui finalement ne s'est jamais vraiment arrêté, cette couverture, l'année dernière, nous a pénalisés. On l'a ensuite complètement arrêté en octobre et novembre l'année dernière avec l'annonce des vaccins, mais entre-temps, donc effectivement, cette couverture avait pesé sur la performance. Et l'or, donc, comme je disais tout à l'heure, on ajuste de temps en temps un peu selon ce qui se passe sur le marché, les opportunités qu'on trouve, mais grosso modo, la pondération de l'or est entre 10 et 15. Donc, tout à fait à droite, vous avez donc la pondération actuelle à vendredi dernier, au 14, donc il y a mercredi. Donc, les obligations qui ont un peu remonté, qui sont à 8,5%, le cash qui est autour de 10, les actions qui sont à 68 brut comme net, puisqu'on n'utilise plus de couverture à l'heure actuelle, et l'or qui est à 14%. Au niveau régional, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous avez en fait, mis à part l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, Asie hors Japon et l'Amérique latine, c'est actions ou cash, puisque la partie obligataire et la partie or est concentrée en Amérique du Nord. Un graphique très important, et à nouveau, ça ressemble un peu à ce qu'on observe dans pratiquement tous nos fonds actions, c'est l'allocation sectorielle du portefeuille actions. Donc ici, les entreprises orifères sont exclues. Donc vous avez le noir, c'est l'indice, beige, c'est le fonds. Vous voyez, par exemple, le cinquième à partir de la gauche, la consommation de base, comme je l'avais dit, ou le sixième, la santé, qui sont surpondérés par rapport aux indices. Bien sûr, ça n'a pas aidé le fonds pendant les mois passés. Et de l'autre côté, vous avez des secteurs comme les financières, par exemple, où on n'est pas du tout, les utilities dans lesquels on n'est pas du tout. L'énergie, tout à fait à gauche, on n'a jamais été. On a commencé ces derniers temps à acheter un peu dans le secteur, mais ce n'est pas les producteurs, c'est plutôt des sociétés, ce qu'on appelle toujours les infrastructures, énergie midstream, donc c'est les pipelines, etc., qu'on trouve qui sont un business model intéressant, qui peuvent profiter de la hausse structurelle peut-être des matières premières dans les années à venir, mais qui ne sont pas exposés à la volatilité du cours des matières premières. Donc, c'est pour ça que alors que jusqu'à peu, cette partie-là aussi était à zéro, donc on a commencé à investir un peu là-dedans parce que ces sociétés remplissent quand même nos critères de qualité. Et donc ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Donc c'est biais sectoriel, j'insiste toujours là-dessus. Si vous êtes convaincu que pas uniquement pendant peut-être les 3 mois à venir, mais peut-être que pour les 3 ou 5 années à venir, on reste dans un marché qui va privilégier le style value, qui va privilégier la moindre qualité, les entreprises extrêmement cycliques, alors il ne faut pas acheter le fonds parce que ce ne sera pas dans ces secteurs-là qu'on sera.
Les top holdings, donc, ici c'est simplement, donc au niveau obligataire, il n'y a pas beaucoup à dire, puisqu'effectivement on n'a que 3 lignes obligataires, donc deux types, c'est un emprunt classique. Au niveau des actions, donc Roche reste la position la plus importante, Franco-Nevada dans le secteur des entreprises orifères. Peut-être juste alors un mot sur la performance. Donc effectivement, la performance sur un an, vous voyez là, par rapport à la classe d'actifs, on n'est que troisième quartile. Donc effectivement, il y a eu déjà sur un an, ce qui a pénalisé le fonds, c'est clairement la couverture du risque action dont je parlais, l'allocation de devises l'année dernière qui a été négatif puisque l'euro s'est plutôt apprécié, le fonds est exprimé en euros, donc lorsque l'euro s'apprécie, ça veut dire que les non-euros se déprécient, donc ça pesait sur la performance. Et effectivement, au niveau du portefeuille actions depuis novembre, l'allocation sectorielle, donc on n'est pas dans les banques, on n'est pas dans les sociétés pétrolières, on n'est pas dans les tisses noirs, ArcelorMittal, etc. Et donc effectivement, le marché a plutôt eu tendance à privilégier ces valeurs sur 3 ans et 5 ans en restant le premier quartile. Et peut-être alors le dernier slide depuis le début de l'année, ça c'est simplement le premier trimestre, qu'est-ce qui a fonctionné au niveau des valeurs. Là, à nouveau, c'est le portefeuille action. Donc, au niveau des classes d'actifs, depuis le début, sur le premier trimestre, l'allocation action, toutes les classes d'actifs actions, que ce soit Asie, que ce soit Japon, Europe ou États-Unis, ont eu une contribution positive. En absolu, je parle simplement en absolu, et l'allocation de devises aussi sur le premier trimestre a été positive. Côté négatif, il y a eu les emprunts, les obligations et l'or. Ça, c'est au niveau des classes d'actifs. Maintenant, au niveau des valeurs individuelles, et là, c'est uniquement le portefeuille action, à nouveau hors entreprise orifère. Il y a, au niveau des tops, c'est pour Hikvision, qui est une société chinoise qu'on a vendue entre-temps. Les deux autres sont intéressants. Jardine Strategic, CK Asset Holdings, c'est des holdings asiatiques. Généralement, on n'aime pas trop les holdings, mais en Asie, c'est un peu différent. C'est des holdings de grande qualité. On pourrait un peu les associer au style value. Donc l'année dernière, c'était parmi les pires contributions. Cette année, c'est parmi les meilleures contributions en Jardine Strategic. Il y a une offre de rachat de Jardine Matheson sur Jardine Strategic, ce qui fait que maintenant on a vendu la position. Taiwan Semiconductor, on l'adore parce que l'année dernière, comme l'année dernière, cette année-ci, elle est généralement dans les meilleures contributions. Et la Sarah Blois en Suède qui, sur le premier trimestre, a bien fonctionné. Au niveau négatif, il y a Checkpoint Software Technology, la technologie qui, en général, sur le premier trimestre, n'a pas été extrêmement aimée. Ensuite, il y a par exemple aussi Nintendo qui était une des meilleures contributions de l'année dernière, qui a un peu corrigé sur le premier trimestre, mais tout ça, pour moi, n'a rien de dramatique. Donc ça conclut ma présentation. J'espère que j'ai été très clair sur comment on voit un peu le monde et les différentes classes d'actifs et comment, surtout dans le fond, on essaie de les mettre ou de les utiliser. Encore une fois, donc le message, c'est pour l'instant le portefeuille est quand même encore à près de 70% assez fortement orienté à actions. Donc je ne pense pas que ça va dramatiquement changer dans les mois à venir. Encore une fois, pour moi, c'est plutôt de dire, plutôt que de généraliser, c'est plutôt de dire ensuite à l'intérieur des actions qu'est-ce qui se passe, comment on voit la chose. Donc j'ai essayé de dire qu'il y a toujours ces classes d'actifs. De toute façon, tout ce qui est action pour nous le focus sur la qualité ne sera jamais remis en question, même si temporairement ça peut nous pénaliser au niveau de la performance relative. Donc il y a au niveau action toujours ces concepts de croissance structurelle d'un côté, de banque proxys de l'autre. Les obligations, donc ça restera essentiellement des emprunts d'État jusqu'au jour où à nouveau peut-être les taux obligataires retrouveront des niveaux plus intéressants, et ça restera essentiellement des emprunts américains parce que malheureusement le Bund qu'on aurait préféré pour éviter tout risque de change, mais le taux est tellement faible que ça ne fait vraiment plus aucun sens. Et donc là, on continuera à agir de manière opportuniste avec un peu cette fourchette 0 à 15 ou 5 à 15 et de manière un peu contrarienne lorsque les taux montent, surtout lorsqu'ils montent relativement rapidement, on va plutôt augmenter, lorsque les taux rebaissent, on va plutôt diminuer. Et la partie or qui est plutôt alors structurellement aujourd'hui entre 10 et 15 parce qu'on continue de penser que
la tendance sur le long terme sur l'or est à la hausse. Donc on ne veut pas trop diminuer cette classe d'actifs, même si on sait qu'elle est volatile. Voilà, à partir de là, maintenant je m'arrête et je ne sais pas, Françoise, est-ce que toi tu me poses les questions ou est-ce que je peux les lire quelque part? Alors, on a une question qui est quelle est ta vue sur le Bitcoin en tant que classe d'actifs potentiels, sachant qu'elle se caractérise par une volatilité élevée et une faible corrélation? Est-ce qu'une petite allocation pourrait faire du sens, comme par exemple 1 à 2%? C'est une bonne question et je dois dire, je n'ai pas encore je ne suis pas encore décidé. Donc, j'ai essayé vraiment de me familiariser nettement plus avec le Bitcoin ces dernières semaines et ces derniers mois, mais je n'ai toujours pas vraiment de vue extrêmement claire là-dessus. Ce que je constate, c'est tout d'abord le principe de base, je suppose, est un peu le même que pour l'or, en ce sens que ceux qui croient au Bitcoin, ou alors c'est un peu cette idée de dire que pour une monnaie, si on accepte que le Bitcoin et l'or soient des monnaies, pour qu'une monnaie soit stable et continue à protéger le pouvoir d'achat d'un investisseur sur le long terme, il faut que son offre soit limitée. Or, on voit que l'argent papier, avec ce que font les banques centrales, ce n'est clairement pas le cas. Et donc, par rapport à ça, je pense que ça, c'est l'idée aussi bien de l'or où la production, par définition, est limitée, que le Bitcoin où on sait que l'offre à terme sera d'un 21 millions et après on s'arrête. Donc ça, je pense que de ce point de vue, ça va un peu dans cette même catégorie. Deuxième élément que j'ai constaté, c'est depuis quelques mois, c'est que les institutionnels, de plus en plus, le Bitcoin gagne en acceptation. Fidelity l'a accepté comme collatéral dans certains prêts, etc. Donc il y a aussi d'autres investisseurs, effectivement, qui commencent à allouer une petite partie au Bitcoin. Et comme c'est un marché quand même très étroit, ça explique cette volatilité extrêmement élevée, pour l'instant essentiellement la hausse, mais extrêmement élevée sur le Bitcoin. Donc ça, c'est les éléments positifs. Les éléments qui me font un peu toujours douter, c'est que oui, l'offre du Bitcoin est limitée, mais l'offre des cryptocurrencies ne l'est pas, puisqu'il y en a tellement entre-temps, et donc effectivement, même si l'offre d'une est limitée, ça ne veut pas nécessairement dire que ce soit le cas pour la classe, si on dit la classe d'actifs cryptocurrencies en général. Maintenant, on peut dire oui, mais alors on peut se limiter au Bitcoin qui est-ce qu'il restera et sera le grand gagnant? Tout porte à le croire pour l'instant, mais est-ce que c'est le cas? L'autre élément, c'est toujours un peu la réaction des autorités. Ça sera quand même extrêmement important de savoir comment elles vont réagir, d'autant plus que le Bitcoin reste quand même, la réputation reste quand même un peu à être liée avec l'argent noir et l'argent du crime, etc. Donc tout ça pour moi, encore sincèrement, ça pourrait, je sais que certains investisseurs, même institutionnels maintenant, la considèrent comme une classe d'actifs à part, mais moi je ne suis pas encore prêt à faire ce pas-là, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Merci Guy. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Si jamais des questions venaient après la présentation, vous pouvez toujours contacter votre responsable commercial qui fera évidemment suivre la question à Guy qui y répondra dans les plus brefs délais. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, comme je le disais, nous publierons un compte-rendu de cette présentation dans les prochains jours. Le lien sera également disponible pour une réécoute. Je tiens encore à remercier Guy pour le temps qu'il a passé à préparer la présentation et à vous exposer sa vue des marchés. Je vous remercie également d'avoir participé à ce webinaire. Et je vois une question arriver. Je ne la vois pas, bizarre. Attendez. J'ai un petit souci. J'ai vu quelqu'un avait posé une question, mais je ne la vois pas. Ah non, c'est simplement quelqu'un qui te remercie, Guy. Ah, mais c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, merci monsieur. Et ben donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une excellente journée et d'ores et déjà un bon week-end. Et nous allons donc pouvoir clore ce webinaire.
Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous. Au revoir. Merci aussi, merci beaucoup.